Alors, me revoilà assez vite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des aspects juridiques qui sous-tendent l'affaire Marvel. Dans la section justice de l'édition 2020 des tableaux de l'économie française de l'INSEE, on peut constater que durant les 20 dernières années, le nombre de places en milieu fermé a augmenté afin de répondre à une demande de plus en plus forte. En effet, le nombre de personnes écrouées, dont le nombre de détenus et de condamnés, a augmenté de manière plus forte que le nombre de places, ainsi que le nombre de personnes prises en charge en milieu ouvert et le nombre de mesures en cours. Parallèlement, le nombre d'emprisonnements fermes a augmenté, tandis que l'emprisonnement avec sursis partiel a d'abord augmenté pour ensuite diminuer, ainsi que l'emprisonnement avec sursis total a diminué. En plus de cela, on peut s'apercevoir que la dispense de peine a elle aussi diminué jusqu'à pratiquement être divisée par 3 entre l'année 2000 et 2018. Ce que ces graphiques nous montrent est qu'il y a de plus en plus de dossiers à traiter. Le nombre de dossiers pouvant être traités en une année est limité, et c'est pourquoi certains dossiers peuvent prendre du temps afin d'être traités. Parallèlement à cela, il y a des mesures mises en place afin de canaliser certains dossiers qui seront traités plus rapidement. Cependant, plus un dossier est traité rapidement, et plus la probabilité que ce traitement soit incomplet voire mauvais augmente, ce qui peut aboutir à des sanctions précipitées. En outre, une justice saturée est soit une justice prolongée dans le temps, soit une justice à deux vitesses. Selon le service public, qui est le site de l'administration française, le harcèlement se définit comme suit. Le harcèlement est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par une dégradation de la santé physique ou mentale de la personne harcelée, anxiété, maux de ventre. C'est la fréquence des propos et leur teneur insultante, obscène ou menaçante qui constitue le harcèlement. Autrement dit, le harcèlement se caractérise par un acte répété venant de l'auteur de l'acte, nommé le harceleur, ainsi que par des conséquences nuisibles sur la personne subissant l'acte, nommé le harcelé. Cependant, il existe un cas dans lequel la moitié de cette caractérisation n'est pas présente. Il s'agit d'une situation dans laquelle plusieurs personnes envoient un message et que la personne qui reçoit ces messages en reçoit plusieurs. Dans ce cas de figure, l'acte provenant des auteurs n'est pas répété mais unique, tandis que la personne subissant l'acte reçoit un acte répété. Cette asymétrie empêche de considérer les auteurs comme étant des harceleurs, étant donné qu'ils font un acte répété et non unique pour cela, tout en considérant la personne recevant les messages comme harcelée. Pour pallier à cela, Marlène Schiappa, anciennement secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, a intégré une nouvelle définition du harcèlement dans sa loi du 3 août 2018. Elle caractérise les raids numériques ou harcèlement de meute sur Internet comme des propos ou comportements imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée, ainsi que des propos ou comportements imposés à une même victime, successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Cette définition du harcèlement stipule la protection de la personne recevant les messages, et ce en incriminant toutes les personnes qui ont participé, quand bien même ils ont participé par un acte unique et sans concertation. Autrement dit, un acte unique est sanctionné comme un acte répété, et il est là le problème de cette définition. C'est qu'elle définit comme harcèlement ce qui n'est pas du harcèlement. Pour le dire de manière plus précise, à l'échelle individuelle, les auteurs des messages ne sont pas des harceleurs puisque leur acte à chacun est unique. Par contre, à l'échelle collective, l'ensemble des auteurs forment un harceleur puisque l'ensemble de leur acte unique forme une répétition. Cependant, ce qui est condamnable sont les actes et les comportements et pas les personnes elles-mêmes, et dans ce cas de figure, l'acte individuel est unique et ne peut pas s'apparenter à du harcèlement. De ce fait, on ne peut pas inculper un des auteurs pour harcèlement puisque de son côté, son acte est unique. La répétition ne provient pas de l'individu mais du collectif, et le collectif ne représente pas un seul individu, tout comme un individu ne représente pas le collectif. Voilà pourquoi cette notion de harcèlement de meute telle qu'elle est définie est problématique, car elle fait la confusion entre l'unique et le répété, ainsi qu'entre l'individu et le collectif. En tant que personne physique et morale, seuls nos actes doivent être condamnés, mais en aucune façon un individu doit être sanctionné pour les actes d'autrui. Mais alors comment se défendre de la répétition issue du collectif? Puisque même s'il n'y a pas de harceleur, il n'en reste pas moins qu'il y a un harcelé. Il serait intéressant de réfléchir à des alternatives permettant de protéger les personnes de ce genre de situation, avec pourquoi pas des moyens coercitifs. Au cours de ce procès, Laure Alice Bouvier était à la fois l'avocat des plaignants ainsi qu'une de ses plaignants. Le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, qui était le bâtonnier de cette affaire, a donné l'autorisation à Laure Alice Bouvier de pouvoir représenter les autres plaignants tout en étant partie civile, bien qu'elle soit représentée par un autre avocat, Christian Charrière-Bournazel, un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et ancien président du Conseil national des barreaux.
Outre le fait qu'ils se connaissent tous, ce qui est le plus dérangeant est que cela va à l'encontre des principes d'indépendance et de loyauté qui incombent aux avocats. En effet, l'indépendance est définie par le Code de déontologie des avocats européens du Règlement international de la profession d'avocat comme ceci. La multiplicité des devoirs incombant à l'avocat lui impose une indépendance absolue exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d'influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l'impartialité du juge. L'avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger le respect de la déontologie pour plaire à son client, au juge ou à des tiers. Ainsi que, cette indépendance est nécessaire pour l'activité juridique comme judiciaire. Le conseil donné au client par l'avocat n'a aucune valeur s'il n'a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l'effet d'une pression extérieure. Autrement dit, le principe d'indépendance stipule que l'avocat ne doit pas mettre ses propres intérêts en avant, tout comme il ne doit pas se laisser influencer par des intérêts extérieurs afin de conserver l'impartialité. Or, Laure-Alice Bouvier met ses propres intérêts en avant en étant partie civile, et il est probable qu'elle se laisse influencer par les intérêts de ses clients étant donné qu'ils collaborent ensemble pour un intérêt commun. Sans oublier qu'ils font partie d'un même réseau économique et qu'ils collaborent dans un business commun dans le milieu du fitness. Rappelez-vous du livre de Tristan. Le principe de loyauté, quant à lui, incombe à l'avocat de se dévouer à l'intérêt de ses clients sans interférer avec ses propres intérêts personnels. Or, comme dit à l'instant, Laure-Alice met en avant ses intérêts à partir du moment où elle devient elle-même partie civile. Autrement dit, concernant l'intérêt de l'avocat, il est prié de placer l'intérêt du client avant le sien, sinon quoi, il y a conflit d'intérêts. D'ailleurs, voici ce que dit le Code de déontologie des avocats européens concernant les conflits d'intérêts. L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou risque sérieux d'un tel conflit. L'avocat doit s'abstenir de s'occuper des affaires de ceux ou de tous les clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. L'avocat ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée. Lorsque des avocats exercent la profession en groupe, les paragraphes 21.3.2.1 à 21.3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres. Il est bon de noter qu'étant donné que Laure-Alice était l'avocate de Tristan avant d'être celui d'Aline, et que l'intérêt de Tristan a profité à l'intérêt d'Aline, alors le point 21.3.2.3 du Code de déontologie des avocats européens a été transgressé, et que c'est cette transgression qui a conduit à la poursuite de l'affaire. Enfin, rappelons ce que dit le Code de déontologie des avocats européens concernant le rapport avec le magistrat. Respect du juge, tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l'office du juge, l'avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne. De plus, information fausse ou susceptible d'inclure en erreur, à aucun moment l'avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l'induire en erreur. Il est légitime de suspecter les avocats du côté des plaignants de ne pas avoir respecté les points susmentionnés. Au vu des éléments présentés tout au long, il semble que la procédure aurait voulu qu'une récusation de l'avocate Laure-Alice Bouvier aurait dû être appliquée. Cela signifie que, sous motif de soupçon de partialité, elle aurait dû être retirée afin de conserver l'indépendance du juge. Du côté de la défense, la stratégie de l'avocat de Habanou, Marc Goudarzian, était de ne rien dire afin de viser la nullité de ce procès. La défense s'est notamment reposée sur le fait qu'aucune réquisition concernant les identités des personnes concernées par l'affaire n'ont été statuées. Autrement dit, il n'a pas été vérifié au préalable si les plaignants présents au procès étaient bel et bien derrière les comptes des réseaux sociaux mentionnés, ni même si Habanou Sall était bel et bien derrière la chaîne Marvel Fitness Channel. Pour cet avocat, ce sont des défauts de base légale. Parmi les vices de procédure, Marc Goudarzian avait relevé 15 moyens de nullité qui ont été rejetés par le tribunal. Il faut également savoir qu'il y a un délai de 3 mois de prescription, sans caractère de discrimination sinon cela passe à 1 an, à partir de la publication sur Internet pour pouvoir qualifier les faits de harcèlement. Pareillement pour des faits de diffamation. Or, combien de faits ayant conduit au chef d'accusation à l'encontre d'Habanou remontent à plus de 3 mois avant la plainte, d'autant plus que les captures d'écran n'étaient pas datées. De plus, 20 jours après que Habanou avait été mis en garde à vue la première fois, il a été auditionné librement sur les mêmes faits, ce qui est interdit. En effet, une fois que l'on a été mis en garde à vue, nous ne pouvons plus être auditionnés librement sur les mêmes faits par la suite, mais uniquement sur des faits différents. Par ailleurs, des certificats médicaux présentés par l'une des plaignantes possédaient des numéros qui se suivaient, ce qui induit que le médecin derrière ces certificats n'aurait pas eu d'autres patients entre chaque certificat autre que la plaignante. Pour 2 autres parties civiles, il semblerait que leur certificat médical était un copier-coller du même certificat provenant du même médecin. De plus, les certificats sur la santé psychologique d'une partie civile avaient été réalisés par un médecin généraliste,
et pour l'une d'entre eux, le certificat aurait été rédigé sur l'un de ses lieux de vacances. Il a également été mentionné que des noms avaient été mal orthographiés sur certains certificats. Autrement dit, il est probable qu'il y ait eu usage de faux certificats médicaux afin de faire croire qu'il y a eu dégradation des conditions de vie des plaignants. Il faut également savoir que pour détenir un mandat de dépôt, afin d'envoyer l'accusé purger sa peine directement après le procès, il faut que la personne soit présente au procès et que la condamnation soit supérieure à 1 an d'emprisonnement. Au vu de la condamnation de Marvel, ces conditions sont remplies. Toutefois, une enquête de personnalité qui permet au magistrat d'avoir une idée de qui sont ceux qui comparaissent peut demander dans une procédure correctionnelle. Cette enquête est faite en entretien avec le mis en cause et ses proches. Dans cette affaire, Marc Oudarzian avait fait une demande pour cette enquête de personnalité mais n'avait pas eu de réponse. Ce n'est qu'à l'audience que l'avocat découvre que le président de l'audience avait lu cette enquête de personnalité qui n'avait même pas été fournie au préalable à l'avocat malgré ses demandes. Cela est suspect étant donné que la personnalité et les intentions des personnes physiques et morales comptent dans une condamnation. Si ce procès n'avait pas été une pièce de théâtre, Marvel aurait dû s'en sortir. Cependant, comme cette enquête de personnalité semble exister pour le président, alors le mandat de dépôt peut légalement se déposer, bien qu'il est consternant de voir ce cheminement qui semble malhonnête. Voilà. Allez, je vous laisse et puis bonne continuation, mais c'est quand même assez dommage de faire basculer le bodybuilding dans une voie comme ça. Allez, à plus.